Choco, la forêt primordiale. Non, le monde de la lune. Habitants de la terre. Le Congo profond. Musique. Bien. À cette heure avancée, bonsoir Dodi. À cette heure avancée, je vais écourter mon propos de façon drastique. L'enjeu de mon intervention était de ne pas vous fatiguer, mais d'arriver même à vous passionner en vous parlant de droit et de loi. À propos de l'histoire de l'esclavage. En effet, il raconte l'histoire, il nous raconte des guerres, il nous raconte des royaumes qui ont envahi, qui ont attaqué, il nous raconte des épisodes, des épopées. Mais souvent, ça nous échappe d'ailleurs, mais tout au long du récit historique, il y a des lois. Des lois internationales quand il y a des guerres, hein, mais aussi des lois internes quand il se produit des événements. Parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, à chaque fois, il y a un phénomène qu'on essaie déjà de comprendre, une pratique qu'on essaye de cerner, et puis ensuite on fait une loi, soit pour l'encadrer, l'encourager, ou en tout cas, ou parfois l'interdire. La loi, c'est donc l'expression, en principe, de la volonté générale, mais c'est l'expression aussi d'une certaine identité d'un peuple, d'une nation, d'un groupe humain qui produit, qui génère une règle qui est censée accompagner son développement et aller vers son bien-être. Parce qu'on ne fait pas une loi pour que ça aille mal. On fait une loi pour que ça aille bien. Et il se trouve que souvent, les autorités, ce sont elles qui produisent les lois. Il y a longtemps, très longtemps, il n'y avait pas toujours de séparation entre l'Église et l'État. Et les autorités politiques se confondaient avec les autorités religieuses. Je vais citer un personnage que tout le monde connaît, le pape. Et ça m'amène à l'un des premiers textes, l'une des premières normes qui nous concerne, c'est la bulle papale de 1455, par laquelle, alors une bulle papale, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que toute sa vie, le pape peut dire différentes choses, mais quand il dit bulle, stop, pousse, là, c'est Dieu qui parle. Donc la bulle papale, c'est la vérité divine, dite dans la bouche du pape. Je demande pardon, d'ailleurs, un pardon très sincère, très chrétien, à tous les chrétiens que je vais choquer, à tous les catholiques que je vais choquer, il y en a peut-être dans la salle. Lorsque Nicolas V, en 1454, prend cette bulle papale qui dit que on va partager, on va donner aux Portugais d'ailleurs le droit de faire ce qu'ils veulent parce que les Noirs n'ont pas d'âme. Donc il faut prendre tous leurs biens, il faut les prendre eux-mêmes, les réduire en esclavage. Les personnes qui ont la peau noire n'ont pas d'âme. Ça, c'est la loi catholique. Vous entendez bien? C'est la loi catholique. Il y a encore des catholiques dans la salle? C'est la loi catholique. Le crime dont nous parlons là, ce qui fait qu'on est là, on parle d'un crime. Je vais expliquer les crimes, mais en gros, on sait que c'est quelque chose de criminel. Notre histoire est issue d'un crime. Eh bien, c'est d'abord un crime catholique.
un crime de l'Église catholique contre nous. Et ça se voit dans un texte qui s'appelle la bulle papale. Ensuite vient le traité de Tordesillas, qui partage le monde au profit du Portugal principalement, où le Portugal se réserve la traite africaine, subsaharienne, transatlantique. Là encore, on voit que la production d'un texte à valeur internationale et qui nous concerne rythme les pas de l'histoire. Après ce texte-là, il y aura des pratiques. On va découvrir l'Amérique. Donc il n'y avait personne, à part des animaux, des Indiens, tout ça. Il n'y avait personne. Et à un moment, on se dit, mais en fait, on a dit des Indiens, mais est-ce qu'ils ont une âme? Et on va se poser la question au niveau ecclésiastique. Et on va organiser la controverse de Valladolid. Bon. Le procès est gagné, les Indiens ont une âme. Super. Mais dans le même temps, bon, les Indiens ont une âme, mais les Noirs n'en ont pas. Toujours pas, puisqu'on vit toujours sur un crime qui est issu de la bulle papale. Et donc se met en place de façon beaucoup plus industrielle. C'est là hein, le mondialisme, la globalisation, le capitalisme international. C'est là que ça se met en place. On aura un texte pris à l'image de plusieurs autres textes. Et ce texte-là s'appelle le Code noir. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres textes ailleurs. Il faut savoir que le Code noir a été découvert par Louis Salamolès, vraiment mis à jour dans son objectif qui était double. Hein. C'était l'intérêt de la métropole dans ses colonies et pour ça, ménager le cheptel humain et le discipliner, le dresser, le créoliser. Le créoliser, c'est vraiment une expression qui date de cette période-là et qui est employée par les colons. Les Blancs, c'est les colons. C'est ça, la créolisation. Donc quand j'entends des gens dire « moi je suis créole », ah bon? Ça, c'est ton problème. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher, moi j'ai un chien, je ne peux pas reprocher à mon chien d'être content, d'être bien dressé. Je pense juste que mon chien n'est pas une personne. Mais il y a des gens qui pensent que leur chien est une personne. Donc, on ne peut pas reprocher à un être domestiqué d'être content d'être domestiqué comme un chien. D'autant que dans notre histoire, nous avons longtemps été presque au même niveau que le chien. Je dis ça pourquoi? Parce que figurez-vous que dans l'élaboration du Code noir, on a pensé que le Code noir venait de textes peut-être antiques. C'est pas une discussion là, on va discuter après. Mais en fait, le Code noir venait de préconisations de colons de la Martinique. Parce que à la Martinique sévissait l'esclavage le plus féroce. Les colons avaient même fait venir des chiens mangeurs d'hommes. Et quand il n'y avait pas de nègres marrons à leur donner à manger, ils leur donnaient des enfants. C'est pour ça que nous avons dans notre langue martiniquaise une telle place pour le chien. Chien pas les bananes et pas les poules poignes. Chien d'idée blanc, etc. Chien bocaille mettre ni jol fort, il y en a plein. Oui, les jol chiens, etc. Et donc
le texte important qui arrive, c'est le Code noir, et il arrive en 1685 à l'initiative des colons de Martinique, des béquets de Martinique, sur le bureau de Colbert qui fait une préconisation au roi de France, et puis le roi de France envoie donc son Code noir. Ce Code noir, parce qu'il y a plusieurs textes possibles, il y a plusieurs codes noirs possibles, il faut que le roi de France fasse des choix, et puis dans toutes les colonies, c'est pas... La problématique importante, et elle a été traitée tout à l'heure là, mais moi sous cet angle-là, je l'aborde maintenant, c'est la problématique des métis, des mulâtres. Car souvenons-nous que dans l'histoire de l'esclavage, les viols sont au cœur du système esclavagiste. Le viol est au cœur du système esclavagiste et le métissage commence depuis les ports, les camps de concentration négriers, donc Gorée, Ouida, Sao Tomé, Bimbia, etc. Puisqu'on met les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les enfants séparés de leurs parents, et puis les femmes, on les viole en série. C'est là que naissent les mulâtres, les premiers mulâtres. Mais ils sont pas nombreux par rapport statistiquement en nombre dans les colonies par rapport aux esclaves, aux Africains. Si bien que l'enjeu, c'est de savoir si on va laisser se démultiplier leur nombre, puisqu'il y a un enjeu d'application du Code noir qui est de savoir si le mulâtre qui a une mère africaine, est-ce qu'il est libre ou pas, selon que son père est libre ou pas. Et le mulâtre qui a un père africain, mais une mère blanche, est-ce qu'il est libre ou pas? En Martinique, le statut est un peu différent de la Guadeloupe ou d'Haïti. Dans l'application, le Code noir va venir régler tout ça. Le ventre d'une Africaine réduite en esclavage fait naître un esclave. Une esclave dote un esclave. C'est-à-dire que le statut, on dit partus sequitur ventrum. Ça c'est du latin, ça veut dire en gros que le statut, la condition, suit le ventre. Alors vous allez me dire, parce que j'ai pris un exemple bizarre là, quand un esclave fait des enfants avec, un homme africain réduit en esclavage fait des enfants avec une blanche, c'est possible ça? En principe, c'est pas possible, c'est même puni, c'est sanctionné, mais ça arrive. Et c'est là que le Code noir va codifier les mariages interraciaux pour les limiter au maximum. Selon les colonies, d'ailleurs, il y a où il n'y a pas possibilité de se marier, il y a où il n'y a pas obligation de se marier quand il y a un enfant surtout. Et bien, le Code noir va limiter au maximum les mariages en les soumettant à l'autorité du maître. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé. Vous n'imaginez pas un maître autorisant un homme africain réduit en esclavage à épouser sa fille. C'est fini. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le Code noir va bien sûr essayer de rationaliser la discipline, les châtiments corporels. Donc, vous savez, première évasion, on coupe les oreilles, le jarret, etc. Bon, deuxième évasion, on le tue, parce qu'on est fatigué avec ça. On va essayer de rationaliser aussi le nombre de coups de fouet, etc. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Je vous dis des choses que vous avez peut-être pour certains déjà entendues. Donc le Code noir va vivre sa vie
gentiment, tranquillement, mais il va sentir un petit peu venir les difficultés avec les coups de boutoir des Africains qui vont de plus en plus essayer de trouver le biais pour s'affranchir. Alors on va dire que passé un certain âge, 15 ans pour les femmes, 18 ans pour les hommes, les mulattes vont pouvoir être affranchies. Il y a cette pratique-là. Et ça va développer aussi, parce qu'on a beaucoup méprisé ces femmes qui faisaient des enfants pour que, avec les plus clairs ou les blancs pour qu'ils soient libres. Mais il y avait cette... et puis on va revenir à une application plus stricte du Code noir qui va véritablement cloisonner au maximum et limiter au maximum les affranchissements jusqu'au moment où la traite va être rendue un peu plus difficile, illicite, et on va sentir que l'esclavage est... Puisqu'il y a les résistances en Afrique, on n'en parle jamais, il y a les résistances ici dans le monde colonisé, on n'en parle jamais, et puis arrive la déclaration de 1789, la déclaration des droits de l'homme. Ah, elle est bien arrivée, elle est bien tombée, on se dit, ils sont tous libres. Eh bien non, il faut attendre 1794. Vous voyez comment on vit au rythme des... On est censé aussi. On se dit, la France, patrie des droits de l'homme, l'esclavage est terminé. Mais il y a une partie des révolutionnaires, ils ont des parents dans les colonies, ils disent non, frère Bagaïta là. Alors on va réfléchir parce qu'il faudrait voir si on fait une abolition progressive ou une abolition immédiate. Finalement, on tranche 1794 pour une abolition immédiate par décret. Alors même que le Code noir est une loi, c'est bizarre. Bon, on y met fin par décret, mais on verra plus tard que la Martinique, qui est au cœur de l'enjeu, j'espère qu'il n'y a pas trop de Guadeloupéens dans la salle qui pourraient s'offusquer de ce que je vais dire, mais la Martinique est vraiment au cœur de l'enjeu. L'autre pays, c'est aussi Haïti. J'espère qu'il n'y a pas trop de xénophobes dans la salle, mais c'est les deux îles vraiment principales pour comprendre l'histoire de l'esclavage français. Alors vous allez me dire, oui, mais la Guadeloupe, il y a eu Delgrès, oui, mais c'est un Martiniquais. Bon, c'est embêtant. Alors, 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Et ce rétablissement, en fait, intervient après un traité international où il s'est mis d'accord entre l'Angleterre, l'Espagne, le Royaume batave, etc. Ça s'appelle la paix d'Amiens, où on va restituer à la France certaines de ses colonies, dont la Martinique, parce qu'en fait, les Anglais l'avaient prise. En fait, ils ne l'avaient pas vraiment prise. Ils ne l'avaient pas vraiment prise. Il y a un ancêtre du président de la collectivité, c'est-à-dire un ancêtre, les premiers indépendantistes étaient des Blancs. C'était les Békés. Ils ont fait le premier acte d'indépendance lorsqu'ils ont entendu dire qu'on allait dire abolition de l'esclavage. Ils sont passés à l'anglais. Donc ils ont pris la Martinique et puis l'ont mise anglaise. Ça, c'est un acte d'indépendance. À distinguer quand même des actes d'autonomie. Parce qu'il faut savoir que dans les colonies, il y avait des gouverneurs. Mais il ne faut pas penser gouverneur en se disant, ouais, bon, comme préfet. Non, c'est un vrai gouvernement. Avec un conseil des colons, un conseil supérieur des colons, qui prenait position, qui gérait tout et qui produisait même des textes et qui était même consulté pour l'élaboration des textes. Et c'est là aussi, c'est ça qu'on ne sait pas, c'est que lorsque arrivera la deuxième abolition, eh bien,
on va consulter les colons. On sait que l'abolition est inéluctable. On a aboli la traite en 1833, notamment les Anglais. Et depuis 1815, d'ailleurs, ça commence. Donc ça, c'est des conventions internationales. Et donc, on a des navettes, des discussions entre les colons, et principalement les colons de Martinique, et l'État français, pour voir dans quelles conditions on peut éventuellement accepter l'idée d'une abolition progressive sur 3 ans, etc. Et on va voir se développer l'idée de l'engagement. Alors vous avez entendu un béquet célèbre de Martinique dire mes parents étaient moins que des esclaves, c'était des engagés. Là, ils vont nous sortir l'idée de l'engagement. C'est-à-dire que les Africains, anciennement réduits en esclavage, on va essayer de mettre en place un système en leur interdisant de sortir des limites de l'habitation. Vous l'avez entendu, Paris Magnier parler du vagabondage. Donc juste après l'abolition, on leur dit vous ne pouvez pas quitter l'habitation. Deuxièmement, vous êtes obligés d'être engagés et les lois qui suivent l'abolition doivent réglementer les rapports entre les engageants et les engagés, en fait entre employeurs et salariés. Et on fixe des conditions disciplinaires. Et mieux, on prévoit la possibilité, l'obligation en fait, d'engagement pour les enfants. Voilà comment la France, après 1848, instaure non seulement l'esclavage moderne, parce qu'il ne porte plus le nom d'esclavage, mais instaure la perpétuation du système esclavagiste. Bon, le temps passe. Le temps passe et on fouille les textes et on s'aperçoit que l'article 5 du décret du 27 avril 1848 dit que l'Assemblée nationale déterminera la quotité nécessaire à l'indemnisation des colons, des anciens propriétaires d'esclaves. Cette loi va être d'ailleurs adoptée par la suite, tout de suite après, et va être mise en œuvre. Ils vont toucher un maximum de fric. Dans le même temps, on a une période avant 1848 de traite illégale et après 1848 d'importation d'une main-d'œuvre qui elle-même, notamment la main-d'œuvre indienne, mais aussi une partie de main-d'œuvre africaine, ce qui explique les non-africains en Martinique, qui seront dans une situation de quasi-servilité, voire plus dure que ce que vivent ceux qui sont déjà là depuis un moment. Mais juridiquement, ils ne sont pas victimes de l'esclavage. Juridiquement. Mais en réalité, c'est de l'esclavage moderne. Et ils ont des situations comparables à celles que l'on retrouve en Afrique, où les gens sont forcés de travailler, et là je parle des lois sur l'indigénat. Vous avez dû remarquer que je vous parle d'un tas de lois, je ne vous embête pas ni avec le jour ni avec le mois, hein. L'année suffira. Après, vous demandez à Google. Bon. Et donc, la loi sur l'indigénat instaure pays par pays africain. Pourquoi je parle des Africains alors qu'on est en Martinique? Mais parce que c'est nous. Ben oui, c'est nous. Pays par pays, une obligation de travailler. Une obligation de travailler une partie de son temps, des fois une partie importante, avant c'était un cinquième, des fois c'est des proportions différentes. Au Congo, c'est un maximum. Et ce n'est qu'en 1946 que Papi Houphouët, comme on l'appelle, Houphouët-Boigny, qui était ministre de la France et qui deviendra président de la Côte d'Ivoire, eh bien, Papi Houphouët va arracher l'abolition du travail forcé en Afrique.
Si en 1946, on a aboli le travail forcé en Afrique, vous pensez quand même pas que la vie est belle jusqu'en 1946 pour les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais. Mais quel est concrètement leur statut juridiquement? Ils sont colonisés, ils sont nouveaux libres. C'est là que je vous invite à lire les écrits de Dominique Monotuka, notamment Moon, etc., sur la créolité notamment, où on comprend que nous avons le statut d'affranchi depuis 1848. Nous ne sommes pas des citoyens comme les autres, nous sommes des affranchis. Alors vous allez me dire, oui, mais non, nos parents, oui, mais comme ça se transmet par le ventre, voilà, donc on est des affranchis. Juridiquement, il y a un intérêt à faire la distinction entre libre et affranchi. Souvenez-vous, 1794. Les Africains sont libérés parce que la France de 1789 a attendu 5 ans, mais au bout de 5 ans, elle a compris qu'il faut les lâcher, donc ils sont libres, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti, en Louisiane, très peu au Canada, hein, c'était plutôt les Indiens qui étaient esclaves au Canada et on a vu ce qu'il en est. Ils sont libres jusqu'en 1802. Donc tous ceux qui naissent entre 1794 et 1802 sont libres. Ils naissent libres. Ce sont des citoyens français. Et la France va inventer la déchéance de nationalité pour les remettre en esclavage. Sur quelle base on va choisir qu'un tel redevient esclave quand il ne l'a jamais été? Ben, ces nouveaux libres-là, quelle différence entre vous et moi? Ils sont issus de parents ou de grands-parents ou d'arrière-grands-parents réduits en esclavage, mais ils sont nés libres, on les a remis en esclavage. Quelle différence il y a entre vous et moi? Juste la décision de la France de patienter encore un petit peu avant de nous remettre en esclavage? C'est ça notre statut actuel. Potentiellement, c'est ça notre statut actuel. Nous sommes des affranchis, donc potentiellement on peut nous remettre en esclavage. C'est juste une question de décision. Alors, je continue sur les textes. Vous avez vu, je gambade, hein, je suis sorti de 1454 et puis j'arrive allègrement, j'avais dit que j'allais trancher dans mon exposé. Vous avez vu, j'ai même pas ouvert mes notes. À la loi Taubira, je devrais quand même faire un petit détour par le décret de 83 qui instaure les jours fériés, parce que 22 mai, 27 mai, 10 juin et 20 décembre. 20 décembre pour la Réunion, comme également le fait que eux, c'est pas le code noir, mais c'est la loi. Bon, peu importe, ils ont un code noir. Hein. Et donc, et qui dit que 1 heure, ça doit intéresser les enseignants, on doit consacrer au moins 1 heure à cette histoire-là. 1 heure, ok. Arrive la loi Taubira, qui dit, bon, on va faire un comité de devoir de mémoire et puis on va dire qu'il faudra une date européenne et puis mais avant ça, on va dire quoi? On va dire que l'esclavage et la traite constituent un crime contre l'humanité. Et là, moi, j'étais furieux. J'étais furieux parce qu'en 96, j'étais à l'UNESCO et je tentais de l'interpeller pour lui dire, il y a un problème dans le truc. À l'époque, Sylviane Seydi a travaillé pour elle à son secrétariat. J'ai essayé d'envoyer des trucs. J'étais élève avocat à Grenoble. J'avais constitué une association qui s'appelait l'ACAL, Association pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ça fait l'ACAL. Et donc, j'étais déjà activiste à l'époque, mais bon, de toutes les associations, c'est le CM98 qu'on a retenu, parce que moi j'étais à Grenoble, donc c'est Paris qui compte en France. Hein. Et j'ai pas réussi à lui faire entendre raison, parce que pour moi il y avait un problème juridique. En effet, lorsqu'un homme ou une femme tue son mari ou sa femme,
parce qu'elle a été infidèle. Vous appelez ça un crime passionnel. Le mobile, c'est la passion, mais ça reste un homicide, un meurtre. Bon. Lorsqu'un trafiquant de drogue tue son copain trafiquant de drogue parce qu'il n'a pas payé la marchandise, vous appelez ça un règlement de compte. Mais ce n'est pas de la comptabilité. Ça reste un homicide, c'est un meurtre. Souvent, on confond l'infraction pénale, le crime, avec son mobile. Et c'est comme ça qu'on nous a enseigné notre histoire. En disant le commerce triangulaire, la traite. La traite, c'est un effet de paiement, c'est un effet de commerce. C'est ce que les commerçants s'échangent. C'est une histoire, certes, dont le mobile est mercantile, peut-être. Mais c'est l'histoire de crimes contre l'humanité. Et quels sont ces crimes contre l'humanité? Je vous l'avais dit, on a séparé les enfants de leurs parents. Et puis les enfants étaient déportés, en tout cas transportés, transférés vers chez nous, séparés de leurs parents. Ben ça, c'est comme à Drancy, quand on séparait les enfants juifs et qu'on les transportait, ce n'est pas un acte de déportation. Le crime s'appelle génocide. Ah, ça vous surprend, hein? Parce que comme Mme Collangevin, ministre de l'Outre-mer, elle dit non, mais le but c'était quand même le travail, donc on ne peut pas parler de génocide. Pour une avocate, elle aurait dû faire un peu plus de droit pénal parce que juridiquement, au-delà de la qualification des razzias, au-delà des traitements inhumains, dégradants, des barbaries, le simple fait d'avoir des ancêtres, non pas africains, mais enfants africains, caractérise le fait qu'on est issu d'une histoire où le premier crime, c'est génocide. Pour les adultes, quand ils sont déportés, c'est déportation. Donc, génocide, déportation. Le troisième crime, bon, ils arrivent, pour ceux qui arrivent, un dixième, quoi, hein, parce qu'il en faut quand même gaspiller du cheptel humain pour faire un Africain réduit en esclavage, parce qu'il résiste, il meurt, etc. Il saute dans la mer et tout. Ils sont victimes de réduction en esclavage. Ils ne sont pas victimes d'esclavage. L'esclavage, c'est l'histoire qu'on raconte. Mais le crime s'appelle réduction en esclavage. Il s'appelle comme ça dans tous les traités internationaux, dans le statut de la Cour pénale internationale, dans le code pénal français, vous ne trouverez pas le crime d'esclavage, il n'existe pas. Donc quand la loi Taubira nous dit esclavage et traite, est-ce que vous avez compris pourquoi je ne suis pas content? Je me dis merde, mais qui c'est qui a rédigé ça? Est-ce que c'est parce qu'on veut toujours ériger la Shoah comme le seul génocide à inscrire dans la loi, à part le génocide arménien? Mais notre histoire, c'est d'abord le génocide des Amérindiens et des Africains. Ensuite, la déportation. Ensuite, la réduction en esclavage. Bien sûr, en Martinique surtout, il y a les actes de torture et de barbarie qui sont la 4e qualification pénale. Actes de torture et de barbarie. Ok. Mais, j'étais pas content. Mais en même temps, c'est un outil formidable, cette loi Taubira, parce qu'elle disait enfin l'indicible tout en ne le disant pas. Donc c'était vraiment un outil mal ficelé, mais un outil quand même qui a permis, dans l'esprit de militants extrémistes, de voir germer l'idée d'attaquer la France, qui pénalement, dans le code pénal français, encore une loi, est irresponsable. Car toute personne a le droit de se voir poursuivre pour les crimes qu'il commet, enfin la possibilité de se voir poursuivre pour les crimes qu'il commet, sauf l'État français. Les personnes morales sont responsables pénalement, sauf l'État français, qui n'est pas pénalement responsable. Alors pourtant que le système légal français prévoit dans une loi, certes, qui prévoit des sanctions seulement devant le tribunal correctionnel, pas devant les cours d'assises, ni devant les tribunaux pénaux internationaux. Devant le tribunal correctionnel, comme d'ailleurs devant le tribunal pour enfants, on peut sanctionner d'une peine qui s'appelle la réparation. La réparation est une peine.
C'est une sanction devant le tribunal correctionnel qui me semble tout à fait pouvoir s'appliquer à l'État français. Mais au-delà de l'aspect pénal, on a été, nous, au civil, puisque justement, l'État n'étant pas pénalement responsable, on est obligé d'aller au civil. Et donc, l'assignation a été délivrée à la requête d'association sur le fondement notamment de la loi Taubira, mais entre-temps arrive février 2009. Alors, ce n'est pas une loi, hein, février 2009, c'est le collectif et c'est les propos en même temps, juste pour égayer tout le monde, de ce béquet qu'on a vu là, qui tient des propos apologétiques du crime contre l'humanité. Il y a des bons côtés dans l'esclavage, j'aime pas les cheveux crépus, etc. Bon. Il est poursuivi en justice et la Cour de cassation, alors qu'il est sanctionné par la Cour d'appel, casse l'arrêt par un jugement du 5 février 2013. 5 février 2013, il faut le faire. Ah, ils sont bons à la Cour de cassation. Le 5 février 2013, ils nous disent que la loi Taubira est une loi mémorielle et qu'il ne faut pas enquiquiner les gens avec ça. On ne peut pas poursuivre les gens qui font de l'apologie du crime contre l'humanité, à l'exception, bien sûr, à l'exception, bien sûr, de ce que vous savez. Alors, évidemment, les juristes, tout le monde s'émeut de ça, on critique, on commente, etc. Mais juridiquement, quelque part, le système légal est cohérent avec lui-même. Parce que faut bien comprendre que ce système légal, il est à l'image du peuple. Je vais vous expliquer. La loi qui réprime l'apologie de la Shoah, par exemple, c'est une loi qui dit on n'a pas le droit de faire l'apologie des faits qui se sont passés pendant la guerre sur la résistance et la déportation. C'est-à-dire qu'il colle les deux, comme si les résistants avaient résisté dans l'intérêt des Juifs pour se battre contre la déportation. Vous voyez, dans l'histoire, les résistants, pour beaucoup, ils s'en foutaient des Juifs, ils étaient même pour beaucoup antisémites. Mais dans le récit de l'histoire française, à chaque fois qu'on va commémorer la Seconde Guerre mondiale, on va parler de la résistance et de la déportation. La résistance et la déportation. Pourquoi? Ben parce que ça met la France, la résistance, du côté des victimes, la déportation. Donc si la France est du côté des victimes, le récit historique, c'est une épopée qui fait l'apologie de la France, qui raconte vraiment les bienfaits, la joie d'être français. Par contre, pour l'histoire de l'esclavage, on peut rien coller à traiter esclavage de grand pour la France. La seule chose qu'on puisse coller de grand pour la France, dans cette histoire, et on va le faire, c'est Schœlcher et l'abolition. En oubliant deux choses, c'est qu'il y a eu une première abolition, pourquoi faire? C'est que vraiment vous êtes mauvais. Et deuxièmement, que cette abolition n'est pas une véritable abolition, libération. Alors pour revenir à la loi Taubira, qui n'est donc plus un texte à portée normative selon les juges, donc on touche vraiment presque au gouvernement des juges qui disent ce qu'est une loi, ce que n'est pas une loi. Cette loi Taubira, avec ses imperfections, a le mérite d'exister, mais elle reste le récit français. Et c'est là que vous voyez les limites du récit historique. C'est-à-dire qu'on réclame à corps et à cri l'enseignement de notre histoire, mais je crains que l'enseignement de notre histoire soit l'enseignement de Vive la France, qui a très bien fait tout ce qu'elle a bien fait, puisque tous les textes émanent de la France et philosophiquement sont contre nous. Et quand on va intégrer l'histoire de l'esclavage au programme scolaire, est-ce qu'on va penser à intégrer aussi le mauvais esprit français tel que je vous l'ai dépeint là? C'est-à-dire, en fait, la profitation qui continue.
Jusque dans l'abolition, il y a de la profitation. Dans le code noir, c'est évident, mais ils vont vous dire qu'il y avait ça ailleurs. Dans l'abolition, ils l'ont fait 2 fois, ils vont vous dire qu'ils sont tellement attachés à la liberté qu'ils ont été obligés de refaire ça 2 fois et puis leur faire même une 3e, pourquoi pas. Mais justement, il serait temps de passer à la 3e. Je suis presque à votre écoute pour les questions. Je vais conclure maintenant sur ces textes en vous disant que, comme au début, nous avons pu constater que l'histoire, notre histoire, c'est un enchaînement de textes dont nous ne sommes pas à l'origine, parce que nous ne sommes pas législateurs. Depuis le début de cette histoire, depuis les razzias, nous ne tenons ni la plume de l'écrivain historique, ni la plume de l'écrivain législateur. Vous entendez beaucoup de gens vous dire il est temps qu'on se prenne en main, qu'on écrive notre histoire. Mais pour écrire son histoire, il faut pouvoir écrire ses lois, ses textes normatifs. On nous a fait croire que par les droits civiques, l'égalité des droits civiques, on jouissait des mêmes droits de citoyens individuellement. Oui, parce que la vision qu'on nous impose, c'est une vision d'individu. Nous sommes censés former un peuple et ce peuple a le droit d'écrire non seulement son histoire, mais ses lois. Je vous remercie.